Bonjour, donc oui, alors aujourd'hui on va parler un peu d'une caractérisation et de la présence des contaminants émergents à travers les stations de traitement des eaux usées. Donc dans un premier temps, hein, bien sûr, hein, comme on l'a un peu vu toute cette matinée, la chimie introduit chaque jour de nouvelles molécules qui est principalement due à l'activité humaine et ces composés en fait on les retrouve un peu dans toutes les strates de l'environnement. Donc pour définir ce que c'est qu'un contaminant émergent, tout simplement, c'est tout simplement un composé que l'on détecte au fur et à mesure de l'avancée technologique. Donc, on peut retrouver notamment les retardateurs de flammes, les composés pharmaceutiques ou d'autres composés qui sont tout simplement introduits tous les jours dans l'évolution de nos sociétés. Les questions qu'on peut se poser déjà, c'est quelle est la concentration de ce type de contaminant. Donc, on va examiner un peu quelques petites notions à ce niveau-là. Donc, dans un premier temps, il faut voir l'échelle des concentrations. On parle de macropolluants dans l'ordre du milligramme par litre, où là, on parle plutôt de toxicité aiguë. On peut voir tout ce qui est l'eutrophisation, la contamination en phosphore ou en azote. On peut redescendre un peu en échelle avec tout ce qui est plastifiant. Et puis, encore plus bas, on va appeler ça l'échelle de l'ultra-trace. On va retrouver ce qu'on appelle bien sûr les résidus de médicaments, ou peut-être aussi les résidus de pesticides. Donc ça, c'est vraiment une échelle à laquelle on s'intéresse et à laquelle on va travailler à ce niveau-là. Donc, en termes de présence dans l'environnement, alors là, il est bien connu que les stations de traitement, c'est une source qui est principale de contamination. Donc, on retrouve des concentrations qui sont assez importantes en sortie de traitement. Ces contaminants, on les retrouve également dans les eaux de surface, avec des concentrations qui ne sont pas négligeables. De manière encore plus étonnante, ou pas, on les retrouve aussi dans les eaux du robinet, donc dans nos eaux de consommation. Également, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on retrouve aussi ces contaminants dans la mer. Donc, comme quoi l'effet de dilution, parfois, est quand même à discuter. Donc, là, on confirme bien que les contaminants qu'on va appeler contaminants émergents en termes de contamination en pharmaceutique est présent dans toutes les strates de l'environnement. Notre aquifère est quand même interconnecté, donc une contamination des eaux, par conséquence, va influencer une contamination des autres strates de l'environnement. Donc, si on regarde un point de vue sur tout ce qui est, on va dire, toxicité, donc bien sûr, les systèmes aquatiques sont les plus touchés. Donc, c'est quand même des composés qui sont biologiquement actifs. Donc, elles peuvent s'accumuler dans les différents organismes. On a aussi, bien sûr, comme ce qu'on voit, des effets type perturbateurs endocriniens. Alors, pour deux grandes lignes, ce qu'on peut noter, ce qui est assez fréquent, c'est bien sûr tout ce qui est la féminisation des poissons et la masculinisation des amphibiens, qui perturbe un peu, bien sûr, tout ce qui va être communauté, la diversité spécifique à ce niveau-là. Donc là, un des points sur lesquels on peut discuter sur les contaminants émergents, c'est les faibles concentrations. Donc comme on peut le voir, les concentrations sont quand même très faibles, on parle d'ultra-traces, donc on ne peut pas les considérer directement comme un problème. Et les stations de traitement, on est aussi un peu tous d'accord qu'elles ne sont pas adaptées au traitement de ces nouveaux contaminants. Donc, c'est bien donc la station d'épuration qui est un point d'entrée de ces contaminants dans l'environnement. C'est la raison pour laquelle on va s'intéresser à ça. Et on retrouve en fait des fortes concentrations en entrée, mais aussi également en sortie. Et bien sûr, ces contaminations permettent le transfert de ces contaminants dans les différentes strates de l'environnement qu'on peut voir ou qu'on peut lire actuellement. Et malgré le fait que ce soit des faibles concentrations, il faut avoir en tête qu'il y a des phénomènes de bioaccumulation. Donc, le potentiel toxique, l'effet toxique peut bien sûr être aussi un problème d'avenir et va devenir un problème d'avenir. Donc, notre objectif, tout simplement, c'est d'estimer un peu la présence et le comportement de ces contaminants à travers donc, une station de traitement des eaux usées. Donc, on va s'intéresser à savoir quel type de contaminants sont présents et aussi on va essayer d'estimer l'impact écotoxicologique de ces contaminants. Donc, pour le plan expérimental, ça va être assez simple. Donc, on va cibler deux sites de stations de traitement. Donc, on va appeler le site A et le site B. Le site A qui va être un traitement conventionnel par bois activé. Donc, on va récupérer les échantillons en entrée, en sortie, mais également le biosolide, la boue produite. Le site B, lui, ne contient pas de biosolide, car ça va être un peu un traitement par lagunage. Donc, on va uniquement avoir l'entrée et la sortie. Donc, pour les composés ciblés, on a une méthode sur à peu près 70 composés, principalement des pharmaceutiques et des pesticides de différentes classes. Préparation d'échantillons, c'est très simple. On va faire des prélèvements d'eau en entrée, en sortie, avec une préparation par extraction phase solide. Pour le biosolide, on a aussi développé des méthodes en extraction solide liquide, forcément. Et les analyses vont se faire par spectrométrie de masse en tandem.
et la technique nous permet d'avoir les sensibilités les plus basses. Donc, pour le risque d'écotoxicologie, ça, c'est assez intéressant. Alors, on va essayer d'estimer ça par un calcul d'indice de toxicité. Donc, on va tout simplement associer la concentration retrouvée à la concentration de référence à un toxique, le C50 en l'occurrence, et on va estimer donc un risque insignifiant à partir d'un indice qui sera inférieur à 0,01, risque faible à 0,1, 10,1, et donc le risque modéré, bien sûr, quand la valeur se rapprochera de 1. Alors, une deuxième façon d'interpréter les choses, on va faire ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc, on appelle une analyse ciblée, donc on a besoin du standard analytique, c'est ce qui nous permet d'avoir la sensibilité maximale pour la détection de ces composés. Par contre, ça implique le besoin du standard, également une optimisation instrumentale pour chacun des composés. Donc, ce qui peut rendre les méthodes spécifiques un peu plus longues en termes de développement. Alors, la méthode non spécifique, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas besoin de standard, donc du coup, on a un biais là-dessus. Par contre, l'identification par la masse exacte, elle peut devenir très vite fastidieuse, parce que la masse exacte, c'est quand même une seule dimension, ça peut devenir très compliqué. Là, dans notre cas, en fait, on va faire une analyse non spécifique. Par contre, on va utiliser notre trap ionique pour faire une recherche par fragmentation et détection par base de données. Donc, comment ça va s'articuler rapidement? Une fois qu'on a notre empreinte instrumentale chromatographique, on va pouvoir isoler les masses d'intérêt. Donc, à la place de se résumer uniquement à la masse du composé pour l'identification, on va fragmenter le composé et on va comparer le patron de fragmentation par rapport à des bases de données faites sur le même instrument et le même composé. Et donc là, on va pouvoir, bien sûr, détecter des composés de manière bien plus fine et bien plus sécuritaire et avec bien plus de confiance. Et donc ça nous permet d'avoir une base de données en continu, de conserver la donnée, donc même à posteriori. Et on a aussi évalué ça sur à peu près plus de 6000 composés, incluant pharmaceutiques, stéroïdes ou autres types de contaminants. Donc, les résultats sur la méthode ciblée. Donc, on a le site A. Donc, ce qu'on remarque, bien sûr, l'acétaminophène et la caféine sont des contaminants majeurs, donc ils sont très fortement détectés en entrée, très peu en sortie. Et là, dans ce cadre-là, très faible concentration dans le biosolide. Site B, on a exactement la même tendance, avec des niveaux qui sont aussi assez proches. Acétaminophène, caféine, très peu donc en sortie aussi. Par contre, on a aussi un point qui est assez intéressant, c'est que par exemple dans le cadre de la carbamazépine, on voit qu'on a une concentration en sortie qui est un peu plus importante qu'en entrée. Donc, un petit bilan, c'est tout simplement que ces deux composés, acétaminophène, caféine, on confirme bien que c'est des composés majeurs, on le retrouve bien dans la littérature, et que la carbamazépine, par contre, a un comportement un peu atypique, parmi tant d'autres, où les concentrations est un peu plus élevées en sortie qu'en entrée. Donc, pour avoir une vue un peu plus rapprochée des résultats sur les tendances, on voit que très forte concentration avec les fluctuations en entrée, faible concentration en sortie, voire nulle, et une faible accumulation dans le biosolide. Pour le type B, on a exactement la même tendance, forte concentration en entrée, faible en sortie. Là, le type B n'a pas de biosolide à ce niveau-là. Le comportement particulier, donc pour le site A ou pour le site B, est pareil. En fait, on a quand même une concentration en sortie qui est plus forte que celle en entrée. Alors, ça, c'est l'exemple de la carbamazépine. Il faudrait un peu étudier d'autres choses et aller un peu plus loin dans cette prescription. Mais comment expliquer ça? Il faut savoir qu'après la consommation d'un composé pharmaceutique, on peut l'excréter sous deux formes. Donc, les métabolites de phase 1, donc ça va être tout simplement une molécule nouvelle, la molécule va se transformer par l'organisme, et des métabolites de phase 2. Donc, eux, en fait, c'est des molécules conjuguées, donc on va avoir des réactions très réversibles. Donc là, en l'occurrence, c'est le glucuronide, on a juste un petit chiffre qui permet de rendre la molécule plus polaire et d'être plus soluble. Donc là, voilà, donc, on peut former le composé actif à partir de son métabolite de phase 2. Donc, c'est des réactions qui sont réversibles. Là, je vais montrer un peu le point de la carbamazépine, qui est très, très intéressant. Donc, on peut aussi se poser d'autres questions. Quelle est aussi la pertinence en termes d'écotoxicologie de ces composés de métabolites de phase 2, qui sont encore quand même très peu, on va dire, renseignés à ce niveau-là. Donc, pour avoir aussi le résultat du côté toxique, en partant de l'indice de toxicité, donc on va s'intéresser principalement à la sortie de station. C'est elle qui est, donc, on va dire, en contact avec l'environnement direct. On voit que le risque est quand même faible. Par contre, le risque est faible à modéré concernant les pesticides. Et ça, principalement pour les daphnées, les poissons, pour le site B, et de manière générale, pour le site A, on a à peu près quand même un risque qui n'est pas insignifiant. Donc, la nous montre effectivement qu'il peut y avoir un risque potentiel d'avoir quand même des
malgré le fort taux d'élimination des stations de traitement, on a quand même un risque potentiel, on va dire, à long terme, hein, pour une contamination chronique. Donc, un peu de bilan, hein, on confirme toujours que l'acétaminophène, caféine, c'est des composés qui sont très fortement retrouvés dans les deux sites. On voit que le traitement est très efficace, hein, donc ça c'est quelque chose qui est quand même très intéressant et très important. Hein. Qu'il y a une faible biosorption des composés, on le voit bien, mais la question à se poser, c'est une faible concentration, est-ce qu'on parle d'élimination, est-ce qu'on parle de transformation? Ça, c'est autre chose, hein, à ce niveau-là, c'est aussi des points de recherche assez intéressants. Là, on voit aussi que la carbamazépine est présente à des plus fortes concentrations en sortie de station. Donc là, on se pose des questions, est-ce que finalement la station d'épuration peut générer le composé actif à partir de métabolites de phase 2? Et avec un simple petit calcul qui vaut ce qu'il vaut de toxicité, on peut voir quand même que le risque n'est pas insignifiant malgré les faibles concentrations. Pour les résultats de la méta-analyse, de manière générale, on voit que les pharmaceutiques et les pesticides sont quand même les deux classes les plus retrouvées dans nos eaux. Ça, c'est vraiment aussi intéressant, comme on peut le voir, hein, sur l'exemple du site A, en fait, on voit que la biosorption n'est pas si négligeable que ça. Donc, du coup, en partant sur une analyse un peu non spécifique, on voit que le biosolide a quand même un effet de biosorption, donc est aussi une matrice en soi. Donc, sur le site B, on a à peu près la même tendance, hein, donc les pharmaceutiques représentent une très grande part, et les pesticides également. Après, bien sûr, c'est, on va dire, c'est un peu attendu, hein, la station de traitement des eaux usées récupère une grande partie de notre contamination anthropique, hein, donc les pharmaceutiques, c'est un peu cohérent d'en retrouver davantage. Pardon, dans les composés pharmaceutiques. Là, si on reprend les composés communs vraiment entre entrée et sortie, on a une vue qui est un peu très intéressante, hein, sur la méta-analyse. On remarque déjà qu'on a une charge en sortie qui paraît plus importante qu'en entrée. Et concernant les métabolites, hein, à ce niveau-là, donc métabolites tout confondus des différents contaminants, on voit qu'on a une charge de métabolites qui est plus importante en sortie qu'en entrée. Donc ça aussi, ça pourrait peut-être permettre d'appuyer le fait que les stations de traitement peuvent générer des métabolites à ce niveau-là. Donc soit par le biais du biosolide, ou soit par le biais de transformation des métabolites de phase. Donc ça pourrait être aussi des éléments d'explication. Donc, faire un petit bilan sur la méta-analyse, on voit que les pharmaceutiques et les pesticides sont quand même les deux classes qui sont majoritairement présents en entrée, mais aussi en sortie de station, qu'il y a une accumulation de la charge des contaminants en sortie, ça c'est très intéressant, c'est une vision qu'on n'a pas spécifiquement avec l'analyse spécifique, et que contrairement à l'analyse spécifique et ciblée, on voit quand même que le biosolide a quand même un rôle non négligeable dans peut-être le transfert des contaminants ou peut-être l'acquisition de ces contaminants organiques. Et aussi, ce qui est de manière intéressante, c'est que les métabolites qu'on retrouve de manière générale ont tendance à être plus forts en sortie qu'en entrée. Faire un bilan sur l'analyse spécifique, on voit que les stations de traitement sont quand même efficaces à éliminer les deux composés qui sont majoritairement trouvés en entrée de station, donc ça c'est très intéressant. Que sur les deux sites, on a un profil qui est aussi assez intriguant, à savoir que certains composés sont présents plus en sortie qu'en entrée, et que l'évaluation de la toxicité en fait, est quand même assez intéressante et nous montre que les pesticides en sortie de traitement peuvent induire un risque, hein, qu'il soit faible, mais peut induire un effet. Pour le coup, c'est une analyse qualitative. Donc, on remarque qu'on a plusieurs catégories qui ont été retrouvées en sortie et en entrée. Donc, on a quand même des drogues illicites ou autres, hein, qui commencent à ressortir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que le biosolide, lui aussi, joue sur la charge en contaminants. Et un des points importants, c'est que l'augmentation des métabolites en sortie est quand même un point à ne pas à considérer, à ne pas négliger. Là, pour faire aussi un petit point, on voit que au-delà de tout ce qui est au-delà de ce qui est détection, on voit que la station de traitement peut aussi induire un effet qui peut-être, hein, c'est toujours la recherche, hein, donc c'est toujours en hypothèse, mais les stations de traitement peuvent peut-être aussi augmenter certains risques. Le biosolide est quand même un système biologique, donc peut-être qu'on peut générer des espèces. C'est un procédé en soi, donc il faudrait peut-être aussi considérer les stations donc procédés en soi, et ça rejoint un peu les différentes présentations même précédentes, où finalement des alternatives sont quand même très intéressantes pour essayer de réduire ce type de charge. Ensuite, l'équivalent pour l'unité toxique, c'est aussi une approche qui est intéressante, qui est très rapide,
Bon, c'est très difficile de le faire avec les méta-analyses parce qu'on n'a pas de données quantitatives à ce niveau-là, c'est du semi-quantitatif. Par contre, ce seraient des approches qui sont peut-être intéressantes d'estimer des charges en contaminants à partir de ce type de données, hein, de métadonnées. Et un des inconvénients aussi de ça, c'est qu'il nous faut des données et d'écotox. Donc, il nous faut vraiment des EC50 et autres. Donc, ce serait aussi intéressant de développer de ce type d'outils, surtout pour les nouvelles générations de contaminants, parce que c'est quand même des données qui peuvent être assez anciennes, hein, sur les nouveaux composés. Mais il faudrait aussi peut-être intéressant de mettre aussi en avant ce type de petits outils très rapides, surtout pour les métabolites ou sur des composés qui sont, on va dire, très peu, on va dire, considérés de manière générale dans l'environnement. Et puis, je vais vous remercier pour votre attention.